Avec la publication du Château d'Otrante en 1764, c'est la naissance d'un mouvement littéraire qu'on appelle le roman gothique. Au programme, atmosphère oppressante, cimetière, vieux monastères, château à l'abandon, démons et vampires, bref. Une esthétique qui, aujourd'hui, nous rappelle facilement les films d'horreur. Le roman gothique a été extrêmement populaire pendant une courte période, et a inspiré à son tour d'autres mouvements littéraires, comme la mode du fantastique en France, ou le roman d'horreur. Les fantômes, les loups-garous et les manoirs hantés sont venus s'ajouter à cet univers déjà bien riche, et les lecteurs de l'époque ont pu profiter d'une grande variété de scénarios à cauchemar, pour leur plus grand plaisir évidemment. Tout ça pour vous dire qu'en 1887, quand Oscar Wilde écrit Le fantôme de Canterville, l'horreur est déjà bien installée dans la sphère littéraire, et compte un certain nombre de chefs-d'œuvre à son actif. Mais Oscar Wilde n'avait manifestement pas envie de faire comme tout le monde, et a plutôt choisi d'écrire une parodie du genre. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, si... Bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais on a perdu notre narrateur, on dirait. J'ai organisé une séance de spiritisme pour demander aux défunts s'ils l'avaient capturé, mais en attendant des réponses, si je vous résumais la nouvelle. Notre récit commence avec une famille d'Américains, les Otis, qui déménagent en Angleterre et font l'acquisition du manoir de Canterville. L'ancien propriétaire les prévient que le manoir est hanté depuis des siècles, mais Mr. Otis, ne croyant pas aux fantômes, ça ne l'inquiète pas plus que ça. Le jour de leur installation, la gouvernante, Mrs. Umney, accueille la famille dans leur nouveau logis. Elle leur sert le thé quand soudain, Mrs. Otis aperçoit une tache de sang près de la cheminée. La gouvernante leur explique qu'il s'agit du sang de Lady Eleanor de Canterville, assassinée par son mari des siècles plus tôt. Quoi qu'on fasse, il est impossible de l'enlever. Le fils aîné Washington se penche alors dessus et l'essuie en quelques mouvements. Et c'est alors qu'un terrible éclair illumine la pièce, suivi d'un coup de tonnerre épouvantable. Mrs. Umney s'évanouit de peur, mais le couple Otis n'est absolument pas impressionné. Ils se disent qu'il faudra déduire les évanouissements du salaire de la gouvernante, et que ça lui apprendra à se contrôler. Que voulez-vous, c'est des Américains. Le capitalisme leur coule dans les veines. Le lendemain pourtant, la tâche est de retour. Les Otis ont beau essayer de la nettoyer à nouveau, chaque fois elle réapparaît le jour d'après, même quand on ferme la porte à clé. Mr. Otis commence à se dire qu'il a eu tort de nier l'existence des esprits. Une nuit, il est réveillé par des tintements de métal et des bruits de pas. En sortant de sa chambre, il se trouve brusquement face à un fantôme terrifiant. Un vieillard aux longs cheveux grisâtres, aux yeux rouges et portant de lourdes chaînes. Mr. Otis lui offre alors un petit flacon d'huile pour qu'il puisse graisser ses chaînes et réduire le bruit avant de retourner se coucher. Le fantôme est particulièrement scandalisé de se voir ainsi ignoré et multiplie les tentatives pour effrayer la famille Otis. Il met le désordre dans le manoir, déclenche la tempête, fait entendre son rire le plus terrifiant la nuit, mais rien ne marche. Mrs. Otis lui offre même un élixir contre l'indigestion, le croyant malade. Les jumeaux Otis le prennent constamment pour cible, lui jettent des oreilles à la figure, l'attaquent à coups de sarbacane ou de lance-pierre. Le fantôme finit par véritablement tomber malade et doit prendre quelques jours de repos. Alors ça, c'est original. Est-ce qu'il y a des docteurs fantômes qui pourront l'aider? Est-ce que les fantômes bénéficient de la sécurité sociale? Moi, je pose les vraies questions. Lorsqu'il se sent mieux, le fantôme est fermement décidé à se venger de la famille Otis. Il se lève une nuit accompagné des aboiements des chiens et des grincements des arbres secoués par le vent. L'atmosphère est au rendez-vous. Mais loin d'effrayer qui que ce soit, c'est lui qui prend peur en voyant une étrange apparition. Un monstre grimaçant au sourire tordu, les yeux rouges comme la braise et tenant un glaive en sa main. Bon, en vérité, il s'agit simplement d'un épouvantail construit par les jumeaux avec un rideau de lit et un gros navet. Mais avec un peu d'imagination,
Le fantôme finit par complètement abandonner l'idée de faire peur à la famille Otis, et pendant longtemps, on ne le revoit plus. Les Otis en viennent même à se dire qu'il a disparu pour de bon. Mais la petite Virginia le trouve un soir, appuyé contre la fenêtre, l'air mélancolique. Il a l'air si triste qu'elle le prend en pitié. Il voudrait simplement dormir, chose qu'il n'a pas pu faire depuis 300 ans. Bonjour les cernes. Pour qu'il puisse mourir, il faut que Virginia prie pour lui et pleure, afin d'attendrir l'ange de la mort. Elle accepte de l'aider, et il ouvre un passage dans le mur. Elle est avalée par les ombres. Virginia ne paraît pas au repas du soir, ce qui inquiète beaucoup sa famille. Son père part à sa recherche le lendemain. On envoie des télégrammes à la police, on interroge le chef de gare, mais personne n'a vu la jeune fille. Ironiquement, c'est quand il disparaît du décor que le fantôme de Canterville arrive enfin à terrifier la famille Otis. Virginia finit par réapparaître à minuit pile, toute pâle, en tenant dans ses mains une boîte remplie de bijoux précieux. Elle conduit sa famille à travers un passage secret qui mène à la cellule où demeure le squelette de Simon de Canterville. Il est enterré quelques jours plus tard et le manoir retrouve enfin la paix après plusieurs siècles de terreur. Ce qui est particulièrement remarquable dans cette nouvelle, c'est l'alternance des styles. Oscar Wilde montre qu'il maîtrise parfaitement le style du roman d'horreur et que s'il le voulait, il pourrait en écrire un. Voyez par exemple dans la traduction française la description du faux fantôme. Juste en face de lui se dressait un spectre horrible, immobile ainsi qu'une image taillée et monstrueux comme le rêve d'un dément. Sa tête était chauve et brunie, son visage rond, gras et blanc. Et un rire hideux semblait lui avoir tordu les traits en une grimace éternelle. Des yeux s'échappaient à flots des raies de lumières écarlates. La bouche était un large puits de feu, et un vêtement hideux, pareil au sien, enveloppait de ses neiges silencieuses la forme titanesque. Sur sa poitrine était fixé un écriteau portant une inscription étrange en caractères antiques, et cela ressemblait à un parchemin ignominieux où aurait été inscrite une liste de péchés épouvantables, une sorte de calendrier du crime. La description est faite du point de vue du fantôme de Canterville qui croit vraiment avoir devant lui un spectre terrifiant. Mais en même temps, ce qui est décrit, c'est vraiment juste un épouvantail fait avec un balai et un gros navet. Ça montre bien le pouvoir de l'auteur. Il peut choisir le même objet et le décrire de manière terrifiante ou bien parfaitement ordinaire. Tout est une question de point de vue. C'est intéressant de voir aussi comment le fantôme est représenté. La nouvelle s'amuse beaucoup à le démystifier. Il tombe malade, se prend un seau d'eau sur la tête, emprunte de la peinture à Virginia pour faire réapparaître la tache de sang sur le sol, quitte à ne pas utiliser les bonnes couleurs. Il a même une chambre avec différents costumes qu'il varie selon les occasions. Le décrire de façon aussi triviale, c'est l'ancrer dans le réel, et le faire ressembler plus à un acteur de théâtre qu'à un monstre venu de l'au-delà. Peut-être que les fantômes ne sont pas si terribles en fait. Peut-être que si on se montrait plus poli avec eux, on pourrait en faire des colocataires aimables et avenants. Ah, salut. Oh, désolé. J'avais besoin d'une sieste et il fait plus frais ici. Ok. Ah.